Je voudrais donc aborder la question qui est au cœur de cette matinée à partir de la réflexion des premiers sociologues, en particulier, et pour commencer par le fondateur de la sociologie française, Émile Durkheim. Vous savez que Émile Durkheim, à la fin du XIXe siècle, en 1893, a soutenu sa thèse sur la division du travail social. Et il défendait l'idée d'une évolution, d'une grande loi historique de l'évolution des sociétés modernes. Et en particulier, il essayait de répondre à la question qu'il mentionne dès l'introduction de cet ouvrage. Comment se fait-il que l'individu, tout en devenant plus autonome, dépend en réalité beaucoup plus de la société ? Donc la question initiale de la sociologie est celle-là. Comment peut-on finalement être véritablement un individu autonome dans une société? On pourrait presque se demander aussi comment la société peut encore exister à partir d'individus qui sont autonomes. En tout cas, cette relation entre individu et société, elle est finalement la question centrale que posent les sociologues. Alors, Durkheim, pour y répondre, il compare les sociétés traditionnelles aux sociétés modernes. Et il remarque que dans les sociétés traditionnelles, la solidarité est de nature mécanique. Elle est fondée sur la similitude. En fait, les individus se distinguent très peu les uns des autres et par conséquent, ils ne se posent pas la question de leur identité. Ils sont ce qu'ils sont par la tradition et ils ne cherchent en aucun moment à se distinguer les uns des autres. Dans les sociétés modernes, au contraire, les individus sont donc de plus en plus différents les uns des autres et ce qui va faire le lien social, ce qui va faire la solidarité, c'est justement leur interdépendance, leur complémentarité. Et c'est la raison pour laquelle Durkheim va parler de solidarité organique. Nous sommes, dans les sociétés modernes, des associés solidaires. Nous ne pouvons pas exister sans cette complémentarité, sans cette reconnaissance de l'interdépendance. Les sociétés modernes reposent donc sur la notion d'interdépendance. Et bien entendu, on se pose la question de savoir si il n'existe pas dans les sociétés modernes un risque de désagrégation des institutions, de déclin des grandes formes traditionnelles de socialisation et risque d'anomie. C'est un des problèmes que pose Durkheim, notamment dans ses études après sur le suicide. Il relie le suicide notamment à des problèmes soit d'intégration, soit de régulation des sociétés modernes. Alors un autre sociologue qui écrit à peu près à la même période que Durkheim, c'est Georges Simmel. En 1908, il écrit plusieurs ouvrages, en tout cas un grand ouvrage dans lequel il parle des cercles sociaux. Il parle aussi de la pauvreté dans cet ouvrage majeur. Et en ce qui concerne les cercles sociaux, il remarque lui aussi une évolution des sociétés. Il remarque que dans les sociétés traditionnelles, les individus appartiennent à plusieurs cercles, mais ces cercles sont emboîtés les uns dans les autres. Si bien que l'identité l'identité de l'individu dépend de cet emboîtement. En quelque sorte, l'individu appartient bien sûr à sa famille, il appartient au cercle de ses proches, dans le village où il vit ou dans le quartier où il grandit, il appartient après à un groupe professionnel, souvent très proche du lieu où il habite, il appartient à des confréries, à des associations, il participe à la vie politique, mais tous ces cercles sont emboîtés si bien que son identité elle dépend de cet emboîtement. Il ne se pose pas la question de qui il est, il est ce qu'il est parce qu'il a été socialisé dans un contexte qui permet donc cet emboîtement. Et finalement, on est proche d'un système d'interconnaissance dans ce système d'emboîtement des cercles sociaux. Les sociétés modernes, dit Simmel, conduisent néanmoins à faire que ces
cercles sociaux deviennent juxtaposés, si bien qu'ils ne se recoupent plus. C'est-à-dire que l'identité de l'individu va se construire dans des cercles qui ne s'entrecroisent pas. Il peut donc être ce qu'il est de façon très différente dans la sphère familiale ou dans la sphère qu'il a choisie de ses amis, dans la sphère professionnelle, dans les groupes qu'il fréquente, que ce soit le sport, la culture. Il est ce qu'il est de façon multiple, de façon plurielle, dirait-on, et finalement, c'est lui qui revient la tâche de réaliser cet entrecroisement. C'est dans sa personnalité et dans la construction qu'il a de son identité qu'il produit cet entrecroisement. Et cet entrecroisement, donc l'identité provient de cette appartenance à plusieurs cercles qui, dans la réalité, ne se recoupent pas. Ça veut dire que finalement, ce que je suis à un moment donné dans un cercle n'est pas forcément connu des autres personnes avec qui je suis en relation dans d'autres cercles. Et cela a bien sûr un effet considérable sur la construction de l'identité, parce que les sociétés modernes conduisent l'individu à construire ce moi qui participe de plusieurs cercles juxtaposés. Alors, tout de suite, Simmel souligne finalement le contexte traditionnel de l'emboîtement des liens sociaux avait au moins cela d'avantage, c'est que on savait très bien qui étaient les uns et les autres et qui on était. C'était plus simple. Aujourd'hui, l'individu doit se construire, il doit absolument gérer cette multiplicité de ses identités, c'est à lui de les coordonner. Et donc, dans ce processus, on est confronté à la question de la fragilité. L'individu devient fragile parce que finalement son appartenance à plusieurs cercles ne va jamais de soi et lui-même n'est jamais assuré de ne pas être confronté à un moment ou à un autre de sa vie à des questions de rupture, de détachement. Et cette fragilité relationnelle, elle est finalement partie liée à cette construction identitaire. On pourrait dire aujourd'hui donc que l'individu est confronté en permanence à cette fragilité des liens et doit affronter un risque de rupture dans le cours de son existence. Alors pour aller un peu plus loin, et dans les travaux que je mène à l'École des hautes études en sciences sociales, dans le séminaire que je dirige, je m'interroge sur les liens sociaux contemporains et sur j'essaye progressivement de construire ce qu'on peut appeler une théorie des liens sociaux, une théorie du lien social. Dans ce travail, au quotidien, nous avons beaucoup réfléchi aux fondements communs de différents types de liens sociaux. Nous avons d'abord essayé d'identifier différents types de liens sociaux et essayé de regarder les fondements communs. Les fondements communs, on les a trouvés dans deux notions qui sont fondamentales, qui sont celles de la protection et de la reconnaissance. Dans tous les liens qui nous rattachent à des groupes et aussi même à des institutions, nous avons besoin de satisfaire ce besoin de protection tout d'abord et ensuite ce besoin de reconnaissance. Et notre identité, nous la construisons en fonction de la satisfaction possible ou non de ce besoin de protection et ce besoin de reconnaissance. Mais dans ce besoin de protection et de reconnaissance, nous sommes actifs, c'est-à-dire que nous avons à construire cette relation qui nous permet d'accéder à ce besoin et de satisfaire ce besoin de protection et de reconnaissance. Nous le faisons dans les relations, bien entendu, avec des proches, dans la cellule familiale, mais avec des amis. Prenez par exemple les relations d'amitié aujourd'hui. Dans une relation d'amitié, quand on demande aux individus de définir finalement c'est quoi un ami, dans la plupart des cas, ce qui revient, l'expression presque populaire, ordinaire, c'est un ami, c'est bien sûr quelqu'un sur qui je peux compter. Donc on est bien dans cette relation que l'on engage avec l'autre dans une recherche d'un besoin de protection. Le lien va permettre à l'individu de se protéger, notamment dans cette relation d'amitié. Mais
l'amitié, c'est pas bien sûr que cette relation peut être même presque instrumentale, c'est-à-dire j'ai besoin de protection, donc j'ai besoin d'amis. Il y a aussi l'ouverture à l'autre, parce qu'on sait qu'en s'ouvrant à l'autre, on a la possibilité de se voir reconnaître également une certaine utilité. Donc le regard d'autrui permet, par ce processus de la reconnaissance, de construire son identité, de prendre confiance en soi et de se produire comme ça en société, avec cette assurance. Donc, protection et reconnaissance, c'est en quelque sorte les deux dimensions de compter sur et de compter pour. Regardez, faites un peu cette expérience vous-même dans tous vos cercles. Vous verrez finalement, vous pourrez identifier à tout moment les personnes ou les groupes sur qui vous pouvez compter et les personnes pour qui vous pouvez compter. Compter sur et compter pour, voilà la façon dont on peut effectivement construire notre lien à autrui. Et nous avons bien sûr besoin des autres pour nous construire. Impossible de se construire sans ces relations, sans ces liaisons nombreuses, diversifiées, dans ces appartenances multiples à des cercles sociaux très différents les uns des autres. Alors, qu'est-ce que sont ces cercles? Voilà, un enjeu de la réflexion. Nous avons, dans le séminaire que je dirige, défini 4 types de liens sociaux. Tout d'abord, le lien de filiation, c'est-à-dire le lien qui relie bien sûr des parents à des enfants, et des enfants à leurs parents selon le cycle de vie. Facile de reconnaître la double dimension de compter sur et de compter pour dans ce type de relation. Et évidemment, dès le plus jeune âge, l'enfant a besoin de protection. Sans cette protection, il ne peut véritablement évoluer et grandir. Il a aussi besoin à tout moment d'être stimulé par des parents qui le reconnaissent et qui l'incitent donc à se construire positivement, à faire des efforts. Et les efforts d'un enfant dépendent en grande partie des stimulations qui proviennent de ses parents et de son entourage. Donc protection et reconnaissance sont indispensables. Mais si vous vous mettez à l'autre extrémité des âges, au moment de la vieillesse, vous retrouvez ce besoin fondamental de protection et de reconnaissance. Regardez aujourd'hui les personnes qui sont dépendantes, qui finissent leur jour dans ce que l'on appelle aujourd'hui ces EHPAD, ces établissements pour personnes âgées dépendantes. Dans les EHPAD, on peut effectivement regarder de près la force ou l'absence ou la faiblesse de ce lien de filiation des personnes voient leur famille dans ces établissements, d'autres pas du tout. Parce qu'effectivement, ce lien s'est défait au cours du temps. Et la dimension de la protection par le lien, elle est fondamentale, et aussi, bien sûr, la dimension de la reconnaissance. Et d'ailleurs, on peut très bien mettre en relation la détresse psychologique des personnes âgées avec l'intensité et la force de ce lien de filiation. Donc, ça, c'est essentiel. Alors, deuxième type de lien, ce que j'appelle le lien de participation élective. C'est le lien que l'on construit tout au long de sa vie, à travers ses relations interpersonnelles, avec bien sûr des proches, et ça commence par le couple, la relation amoureuse, ça c'est bien sûr tous les amis au cours de la vie, c'est les groupes que l'on choisit souvent par similitude. Vous savez que les relations, autant les relations conjugales que les relations d'amitié suivent une loi qui est que l'on choisit ses proches parmi ses semblables. On parle d'homogamie dans la formation des couples, c'est encore aujourd'hui valable, même dans une société ouverte, on choisit plutôt, quand on forme son couple, quelqu'un qui est proche, on choisit quelqu'un de proche, et les amis, on parle d'homophilie, c'est-à-dire on choisit ses amis parmi des proches. Et donc, le lien de participation élective, et bien sûr, va jusqu'à aussi la participation à des associations qui sont également des associations où l'on rencontre des proches que l'on a choisis.
Un troisième type de lien, c'est le lien de participation organique. C'est le lien qui va dépendre du monde du travail. Je reprends effectivement l'expression de solidarité organique de Durkheim. Et ce lien de participation organique, il se traduit par aussi le fait que l'on tire de ce lien de la protection à travers l'exercice d'un emploi, l'accès à un statut d'emploi. Et l'emploi protège. Il protège plus ou moins parce qu'il y a beaucoup d'emplois précaires, vous le savez, mais en tout cas la nature du contrat de travail est un signe de protection. Les jeunes aujourd'hui veulent accéder le plus rapidement possible à un contrat à durée indéterminée parce que c'est ceux qui assurent effectivement une solvabilité économique et une réalisation au sens de l'intégration professionnelle dans le monde du travail. Mais il y a aussi dans ce lien de participation organique, le fait d'éprouver de la satisfaction au quotidien dans le travail, dans les relations avec les personnes avec qui on est confronté au quotidien, dans les tâches que l'on accomplit. Et donc on est aussi dans la reconnaissance par l'activité professionnelle que l'on réalise. Donc l'emploi et le travail, source donc de ce lien de participation organique. Et enfin, quatrième type de lien, on appelle le lien de citoyenneté, c'est-à-dire les relations qui s'établissent dans une communauté qui est une communauté politique, un lien qui apporte de la protection à travers, bien sûr, le fait d'être égaux face aux lois et donc des droits civils, politiques, sociaux, mais en même temps la reconnaissance d'une utilité qui se manifeste par l'idée de la souveraineté. L'individu est souverain et un individu pauvre ou un individu riche sont égaux, en tout cas au sens du principe de citoyenneté. Donc, ces quatre types de liens, aujourd'hui, sont fondamentaux et l'individu construit son identité à travers ces quatre types de liens. Bien sûr, le lien de participation organique est un enjeu majeur dans la construction de l'identité, puisque on occupe une grande partie de son existence à travailler, et donc la force de ce lien de participation organique, elle est fondamentale dans les sociétés comme les nôtres. Mais ça ne suffit pas. Il faut bien sûr entretenir aussi d'autres types de liens et l'individu est donc confronté à cette obligation de construire ces liens tout au long de sa vie. Alors, ce que je voudrais, parce que je vois que ça tourne et on m'a donné qu'un quart d'heure, donc je voudrais indiquer que nous sommes finalement face à une très grande inégalité concernant justement ces liens sociaux. Les inégalités aujourd'hui s'expriment à travers cette capacité à faire face à la fragilité et la rupture des liens sociaux. Si on prend ces quatre types de liens, il est très facile de voir que la plupart des individus, y compris les catégories supérieures, sont confrontés à un moment ou à un autre à cette possibilité de fragilité de ces liens. Qui aujourd'hui est assuré de ne pas connaître des ruptures conjugales dans sa vie, qui est assuré de ne pas avoir à un moment donné à se réorienter professionnellement, qui aujourd'hui est assuré de ne jamais avoir de difficultés avec ses enfants ou avec ses parents. Donc on est tous confrontés à cette fragilité des liens dans les relations avec des amis, etc. Mais justement, ce que l'on voit aujourd'hui dans les inégalités fondamentales qui vont structurer la société, c'est cette très grande différence de capacité à faire face à cette fragilité et à ces ruptures. Vous prenez aujourd'hui des indicateurs. Prenons le lien de filiation dont je parlais tout à l'heure. Dans le lien de filiation, si on prend les individus qui n'ont plus de relations avec leurs parents qui sont néanmoins vivants. On a ça dans les grandes enquêtes que l'on réalise en population générale. On constate que cette proportion, elle est de 5% parmi les cadres supérieurs, elle est de 25% parmi les ouvriers. Donc vous voyez déjà
une très grande différence. La rupture du lien de filiation, elle est beaucoup plus forte parmi les milieux populaires. Alors, vous prenez le lien de participation organique. Évidemment, qui est touché aujourd'hui par la précarité professionnelle? Bien sûr, tout le monde traverse des difficultés, surtout en période de crise, mais il n'empêche que le chômage n'est pas réparti de façon tout à fait équitable. Le risque de chômage touche en grande partie donc aussi les milieux populaires. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'étudie la disqualification sociale dans mes travaux, je remarque ce processus de rupture cumulative qui touche en grande partie davantage les milieux populaires que les autres catégories de la population. Donc, on pourrait multiplier les exemples pour bien montrer à quel point donc nous sommes aujourd'hui confrontés à de grandes inégalités qui relèvent de ces liens sociaux. Et dans mon équipe de recherche, nous préparons un ouvrage collectif qui va s'appeler l'intégration inégale, pour bien souligner que les inégalités aujourd'hui, elles relèvent en grande partie de la force, de la faiblesse de ces liens sociaux, de la capacité différentielle de faire face à ces fragilités et à ces ruptures des liens sociaux. Mais je vois que ça fait déjà au moins 16 ou 17 minutes que je parle, et donc je respecte mon temps de parole et je m'arrête là. Je vous remercie Serge Pogam. Je vais donc maintenant donner la parole à Sébastien Dupont, voilà, qui va nous emmener du côté des adolescents. Je vous remercie. Alors, les adolescents, leur rapport au lien, ça va justement confirmer des phénomènes que Serge Pogam vient de décrire, et de montrer même à quel point ces phénomènes s'accentuent de génération en génération. Alors, l'adolescence, évidemment, c'est intéressant par rapport à la question du lien social, ou de l'adolescence ou la jeunesse, bien sûr, parce que c'est l'âge où, justement, on entre dans la société. Donc, c'est le moment où cette question se pose de façon très aiguë. Et dans les faits, c'est intéressant parce que l'adolescence, c'est l'un des âges de la vie où toutes les tensions du lien sont très fortes. Tension d'abord entre liens familiaux et liens sociaux, mais aussi tension entre une vie sociale, une vie relationnelle qui est assez riche. C'est l'un des âges de la vie où on a le plus d'amis, où on fréquente le plus de gens, etc. C'est aussi un âge de la vie où on est le plus vulnérable au sentiment de solitude, paradoxalement. Et c'est aussi l'un des âges de la vie où on a le plus tendance à s'isoler, concrètement, dans la journée, dans la semaine, etc. Et donc cette tension, cette problématique qui étreint les adolescents, je vais essayer de la développer un peu, mais aussi de montrer à quel point c'est une tension qui s'exprime chez les individus contemporains en général. Alors, donc c'est un âge, évidemment, où il y a un très grand appétit de liens sociaux. Donc surtout cette génération, la génération qu'on appelle parfois la génération C, c'est-à-dire la génération connectée, donc qui vit un petit peu comme ça dans la permanence des liens par les nouvelles technologies. Hein. C'est devenu leur norme. Ils se définissent même comme ça, par cette permanence de la connexion, de l'accessibilité aux autres. Ce qui d'ailleurs nous permet de mieux comprendre l'instauration, mais pas que pour les adolescents, pour les prochaines générations d'adultes, de nouvelles formes de liens que le sociologue Paul Lyonnais appelle les liens de proximité éloignés, comme ça. Où on est toujours très lié aux autres, mais avec cette distance, et notamment cette distance physique, et cette exigence à ce que le lien n'entrave pas la liberté de mouvement, l'autonomie personnelle, etc. Mais c'est quelque chose qui se répand aussi chez les adultes. C'est par exemple, pour donner un exemple extrême, ces couples qui choisissent aujourd'hui de vivre séparément, ce qui existe de plus en plus. Donc, proximité éloignée et médiatisée par les nouvelles technologies. Alors, pour revenir à cette...
richesse des liens, diversité des liens, liberté des liens. On est encore quand même dans les premières générations d'adolescents qui ont le droit de faire sauter toutes les barrières des cercles sociaux, justement, hein, école mixte, diversité des appartenances, des loisirs, etc. Donc, possibilité de rencontrer beaucoup de monde, et encore plus, évidemment, via les nouvelles technologies. Et en même temps, alors, fragilité des liens, puisque c'est l'âge des liens électifs, des liens amicaux, pour reprendre la typologie de Serge Pogam. Et c'est évidemment ces liens qui sont les plus fragiles. Les liens d'amitié, les liens d'amour, ce sont les liens les plus liquides, comme dit Zygmunt Bauman. Ce qui fait que paradoxalement, ce sont des liens qui nourrissent beaucoup, mais qui développent aussi un grand sentiment d'insécurité, puisque l'adolescent peut toujours être amené à se demander, mais est-ce que mes amis vont rester mes amis, rupture d'amitié, rupture d'amour, etc. Et c'est un sentiment qui peut être d'autant plus aigu que c'est un âge où l'adolescent reporte ses besoins de protection, justement, sur ses amis. Hein, comme vous savez, l'adolescence, c'est un âge où l'amitié change beaucoup de sens. C'est plus l'amitié du jeu des enfants, c'est plus fort. Et c'est un âge où l'adolescent a tendance à reporter ce que nous, en psychologie, pour parler de psychologie, on appellerait plutôt des besoins d'attachement, c'est-à-dire des besoins d'être sécurisé par des figures à qui on s'adresse en cas de détresse. Voilà. Et donc c'est un âge où l'adolescent reporte un peu ces besoins-là sur ses amis plutôt que sur ses parents. Et d'ailleurs, c'est ce qui rend ces amitiés ou ces amours très tragiques. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on peut expliquer pourquoi des adolescents peuvent faire des tentatives de suicide à la suite d'une rupture amoureuse. C'est parce que pour eux, ça revient, je schématise, à perdre leur mère ou leur père d'adoption, hein, sur laquelle ils ont reporté tout d'un coup leurs besoins de protection à une période où ils sont très vulnérables. Puisque l'adolescence est un âge assez vulnérable du fait de tous les changements qui se produisent dans le corps et dans la vie en général. Alors, vulnérabilité aussi, puisque c'est un âge où, pour ces générations, les possibilités de lien deviennent exponentielles, deviennent quasiment infinies. Hein, grâce à Internet, Facebook, etc., on peut se faire un nombre d'amis infini, c'est possible. On peut faire un blog, rencontrer, contacter n'importe qui, etc. Si bien que les critères de satisfaction sociale ou de ce que peut être un capital social deviennent vagues et infinis. Si bien que ça touche à quelque chose là de très psychologique, qui est que le sentiment de solitude est très relatif. Ça fonctionne un peu comme le sentiment de pauvreté. Comme vous savez, le sentiment de pauvreté n'est pas rationnel, n'est pas objectif. Il dépend de ce qu'il y a autour de nous, aussi bien que dans une société où tout le monde est pauvre, on ne se sent pas pauvre. Mais en revanche, dans une société où il y a de grandes inégalités, où on a l'impression qu'on pourrait qu'on pourrait s'enrichir, on peut se sentir pauvre. C'est un petit peu pareil avec la richesse relationnelle. Quand on est dans une société où on a l'impression qu'on pourrait être très riche d'amis, qu'on pourrait avoir beaucoup de reconnaissance, qu'on pourrait même être célèbre, on va en parler après, qu'on pourrait avoir une grande notoriété, on peut avoir tendance à dévaloriser son capital social réel et avoir l'impression que ça n'est jamais suffisant. Et donc ça crée un sentiment de solitude un peu irrationnel. Et justement, ça c'est un aspect culturel assez intéressant, c'est que ces nouvelles générations d'adolescents sont des générations qui intègrent de plus en plus les valeurs de la célébrité, de la notoriété ou de la popularité, pour le dire comme ils le disent eux-mêmes. C'est quelque chose de très concret. Alors, il y a des enquêtes qui le montrent. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Choix rationnel, choix un petit peu idéal. Quand c'est le choix idéal, beaucoup finissent par dire être célèbre. Mais attention, c'est plus comme avant être très riche ou être une chanteuse, c'est être célèbre. Oui, mais être célèbre comment? Peu importe, ce qu'il faudra, comédien, chanteur, passer dans une télé-réalité, être célèbre. Ça veut dire que c'est une valeur en soi, la célébrité. Et ça fonctionne d'ailleurs très concrètement dans les collèges et les lycées autour de la catégorie de la popularité.
Et comme vous savez, aujourd'hui, il ne s'agit plus d'être cool ou d'être à la mode, il s'agit d'être populaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la célébrité à l'échelle d'un établissement. Ça veut dire être connu à l'échelle d'un établissement scolaire. Si bien que ces valeurs de la célébrité ont tendance à, comme je le disais avant, dévaloriser le capital social réel et à créer de la disqualification entre jeunes. Comme vous savez, à l'opposé des populaires se trouvent les paumés, ou, pour encore donner une autre définition, les SAF, les sans amis fixes. Voilà. Et qui peut être un critère de discrimination très fort entre jeunes. Alors, donc c'est un âge où la quête de reconnaissance est très très grande. Quête de reconnaissance de toutes les manières, et quête de reconnaissance dans plusieurs cercles, comme vient de le dire Serge Pogam, avec une diversité des liens. Et ça, c'est quelque chose que c'est une accentuation, au fond, des phénomènes décrits par les sociologues. Au fond, les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus être conformes, ne veulent plus simplement appartenir à un groupe, le groupe des amateurs de reggae, non. Ils veulent plus appartenir à un groupe et être conformes. Ils veulent avoir une identité propre, individualisée, personnalisée, mais seulement, comme l'avait pressenti Riesman, plus on veut avoir une identité personnelle, autonome, plus on est dépendant de la reconnaissance des autres. Et plus on a une quête d'approbation par le regard des autres. Si bien que chaque adolescent finit par se comporter comme un peu comme un artiste, quelqu'un qui crée une identité propre, qui a sa vie à lui, très, très individualisée comme ça, mais qui l'expose aux autres et qui demande aux autres de la reconnaître. C'est ce qui se passe dans les liens communs, mais c'est ce qui se voit très bien sur Facebook. Voilà. Je vis ma vie, j'ai mes loisirs, mes codes, mes préférences, mes goûts, mais j'ai besoin de le poster sans cesse et que les autres approuvent, c'est-à-dire fassent un pouce, fassent oui, j'aime. Et comme ça, je construis mon identité un peu sous le mode du spectacle, c'est-à-dire sur le mode de l'audimat. C'est-à-dire je cherche plus à être conforme, mais je cherche à créer quelque chose d'original, mais je veux quand même que ça rencontre l'approbation de mon public et de l'audimat. Et je compte mon nombre d'amis, je compte le nombre de vues, je compte le nombre de j'aime pour savoir si je vais dans la bonne direction ou pas. Et donc c'est aussi cette quête de visibilité, comme ça, très, très grande, visibilité dont parlera peut-être après Déborah Cohen, de l'exposition de soi et de la maîtrise de son image. Alors, et ça c'est important à considérer parce que chez les adolescents qui vont pas très bien, c'est une quête d'exposition de soi qui finit même par primer sur l'estime de soi. C'est-à-dire que c'est ces adolescents qui vont pas forcément s'exposer sur ce qu'ils ont de plus valorisable ou de plus de ce qu'ils préfèrent, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils font bien. C'est des adolescents qui sont prêts à s'exposer pour s'exposer, c'est-à-dire même à s'humilier. Vous avez peut-être entendu parler de toutes ces vidéos sur YouTube où les adolescents se publient en train d'être sous, en train de vomir, en train de se faire du mal, en train d'avoir des conduites à risque, de faire des chutes en skateboard, ou en train de se dénuder aussi pour les filles. C'est quelque chose qui devient de plus en plus fréquent. C'est-à-dire quand j'ai vraiment l'impression de plus exister, de plus avoir de valeur, je cherche n'importe quoi pour m'exposer et pour exister aux yeux des autres. Avant même d'avoir une valeur, je veux exister aux yeux des autres. Et donc ça, c'est ce type particulier d'angoisse des adolescents d'aujourd'hui et peut-être des individus à venir. C'est cette angoisse de ne plus exister aux yeux des autres, cette angoisse de solitude, qui n'est plus l'angoisse d'avant, l'angoisse d'être frustré ou d'être coupable, l'angoisse des névroses freudiennes, c'est plus ça. C'est une angoisse de ne plus exister aux yeux des autres, d'être seul parmi les autres. Avec donc une quête de reconnaissance de plus en plus grande. Et avec ces phénomènes paradoxaux, plus ma quête de reconnaissance est grande,
je ne supporte plus la présence, j'ai du mal à supporter la présence des autres, et notamment la vie au collège ou au lycée où j'ai l'impression qu'on ne me reconnaît pas. Je me sens seul en présence des autres, et donc je peux avoir tendance à m'isoler. C'est le cercle vicieux de la solitude. Pour fuir mon sentiment de solitude en présence des autres, je m'isole concrètement. Paradoxalement, pour me protéger de mon sentiment de solitude, et c'est comme ça que je peux rentrer dans une phobie sociale. Phobie sociale qui devient un symptôme de plus en plus fréquent chez les adolescents, mais aussi chez les adultes. Hein. Mais qui peut se comprendre, pas comme une haine des autres, parce que souvent ces adolescents vont avoir un discours rationalisant, mais finalement tous les autres sont nuls, ils sont un peu misanthropes comme ça vaut pas la peine, j'ai pas besoin de vous, j'ai pas besoin d'aller au lycée, ça sert à rien, etc. Mais au fond ça cache mal souvent un grand besoin des autres et une grande quête de reconnaissance. Donc c'est comme une espèce d'anorexie relationnelle comme ça. Comme vous savez, les anorexiques sont souvent des boulimiques contrariés. Ils ont l'impression que s'ils commencent à manger, ça va plus s'arrêter. Et c'est un petit peu pareil pour les phobiques sociaux. Phobiques sociaux qui ont souvent des fantasmes quasiment mégalomaniaques. Je pense à cette adolescente que j'ai vue, qui s'enfermait, qui s'isolait chez elle et qui développait comme ça tout un imaginaire où elle voulait être danseuse étoile, elle voulait être mannequin, etc. Et elle disait, mais moi, je ne sortirai pas, je ne sortirai pas de la maison tant que j'aurai pas un contrat de mannequinat comme ça. Donc elle rentrait dans quelque chose d'assez délirant où elle envoyait des photos à des agences, etc. Où la première sortie à laquelle elle a accepté de consentir, c'est extraordinaire, après 6 mois d'isolement total, c'était d'aller assister à une émission de télévision qu'elle aimait. Pour faire quoi? Pour être dans le public et pour se voir sur la caméra, enfin pour être vu à la caméra derrière les invités, comme ça se passe souvent maintenant dans les émissions de télévision. Donc rapport aux médias, rapport à la célébrité. Alors, autre aspect du sentiment de solitude des adolescents d'aujourd'hui, c'est un sentiment de solitude plus existentiel, on pourrait dire relatif au sens de la vie. C'est-à-dire qu'ils sont très sensibles à la fois à la liberté de la vie d'aujourd'hui. Plus personne n'est là pour leur dire ce qu'ils vont faire comme métier plus tard. Ils ont une espèce d'ouverture aux valeurs et aux choix de vie. Mais en même temps, ils éprouvent, pour beaucoup, vraiment ils en parlent, ce relativisme absolu. C'est-à-dire que tout se vaut, et du coup on sait jamais ce qui est bien. On sait jamais si on fait le bon choix. À une période même où on leur demande beaucoup de faire des choix. Et ils se rendent bien compte que, oui, leurs parents ont des critères, mais que d'autres ont d'autres critères, qui voient tout existe. Et donc, comment savoir si ce que je fais est bien, et si ça a une valeur? Et est-ce que ça a une valeur pour la société? Est-ce que ça a une valeur pour tout le monde, ou pas? Donc, quête de modèle, et quête de reconnaissance par la quête de modèle. Et ça crée un phénomène assez original pour les générations actuelles, c'est que de nouveau, ils se reportent beaucoup sur leurs parents. Contrairement aux générations précédentes, qui, comme vous savez, étaient plus dans le conflit et la distance avec leurs parents, les adolescents d'aujourd'hui, vraiment toutes les enquêtes le montrent, c'est assez flagrant, recherchent beaucoup plus que les générations d'avant à retrouver cette référence des parents, et finalement ils finissent par dire, mais moi, quand j'ai une décision importante à prendre, ou quand j'ai un modèle à chercher, je cherche beaucoup plus chez mes parents que chez mes amis. Et c'est assez flagrant. Et donc, repli un peu sur la famille, et assez longtemps d'ailleurs, avec des tas d'enquêtes qui montrent qu'à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, on demande, quand il y a un choix important à faire d'emploi, de mobilité géographique, etc., d'achat d'appartement, à qui vous demandez? Mes parents. Rupture affective, vous allez chez qui? Vous vous repliez chez qui? Mes parents. Donc les parents, la famille redevient un camp de base très important pour évoluer dans la vie, et du coup ça accentue cette inégalité des liens de filiation dont vient de parler Serge Pogam. Alors, pour finir, le sentiment de solitude, de vulnérabilité que peuvent ressentir là beaucoup d'adolescents se reporte plus sur la société en général, c'est-à-dire
l'impression d'avoir du mal à s'insérer tout simplement dans la société et à s'y sentir appartenir, à se sentir légitime. Mais c'est vrai que si on fait un peu un zoom arrière, si on y pense en prenant un petit peu de distance, ils font encore partie des premières générations d'adolescents, de jeunes, à qui la société renvoie comme message, mais c'est pas du tout sûr que tu auras une place dans la société. Pas seulement une bonne place, mais une place tout court. Et au fond, nos sociétés, c'est peut-être un peu ça la faiblesse des sociétés organiques, c'est que dans les faits, elles protègent assez bien, mais elles ne donnent pas ce sentiment d'appartenir et ce sentiment d'être protégé. Ça, il y a des enquêtes chez les adultes qui le montrent, c'est assez extraordinaire. Vous vous souvenez peut-être de cette enquête qui avait montré que un Français sur deux pense qu'il est possible qu'il se retrouve sans abri à un moment de sa vie. Ce qui est quand même assez extraordinaire. Donc, ce sentiment comme ça que le lien social est très fragile. Évidemment, pour les jeunes, ils y sont très vulnérables, très sensibles. Bien sûr, il y a le chômage qui renvoie à cette idée. Il n'y aura pas de place pour tout le monde. Mais ils sont sensibles à quelque chose d'encore plus symbolique, c'est-à-dire au fond, ce qu'on pourrait appeler, mais là il faudrait se tourner vers les sociologues, les difficultés d'inclusion de la société, c'est-à-dire à prendre les membres et à dire, mais en tout cas tu as ta place. Même si c'est pas génial, mais en tout cas tu es là avec nous, tu as ta place parmi nous et tu es légitime à être dans la société, tu es inclus. Et donc les jeunes se sentent très vulnérables, ils ont l'impression qu'ils vont pouvoir être dans la société, mais exclus à l'intérieur de la société. Et au fond, ils sont sensibles à l'envers de la célébrité, c'est-à-dire à l'anonymat. Ils ont l'impression que c'est possible d'être à la fois dedans et dehors dans la société, d'être dehors dedans, et qu'on peut être là et anonyme et personne n'en a rien à faire de vous. Et au fond, les deux catégories, l'anonymat et la célébrité, sont deux catégories des sociétés modernes et qui sont consubstantielles et coextensives. Et donc au fond, ça c'est peut-être un message que dans leur discours, dans leur peur que les jeunes nous renvoient, c'est cette difficulté de la société à inclure ses membres, à donner un sentiment d'appartenance, ce qui va peut-être nous amener à repenser l'exclusion un peu autrement, plus comme un phénomène un petit peu périphérique, comme ça, d'accident d'une machine qui marche plutôt bien, mais en amont, comme une difficulté fondamentale à inclure, c'est-à-dire une société qui finit par donner un peu à tout le monde le sentiment soit d'être exclu, soit d'être vulnérable à l'exclusion. Merci Sébastien. Merci Sébastien. Donc on va voir avec Déborah Cohen une autre façon de considérer ces phénomènes d'exclusion, peut-être avec des invariants, des poids comme ça de l'histoire qui étaient présents jadis et qui tendent à peut-être réémerger aujourd'hui. Merci. Oui, j'ai essayé de réfléchir un peu en historienne à la manière dont les sociologues ont construit leur schéma historique, revenir un peu sur ce qu'a dit Serge Pogam, et puis ça aura des rapports aussi avec ce que vient de dire Sébastien Dupont sur d'un côté le fait de la protection et d'autre côté le sentiment de ne pas être protégé. Disons que moi, ce qui m'interroge dans le modèle durkheimien de solidarité organique des sociétés modernes, c'est cette idée d'une solidarité qui serait avant tout fonctionnelle, au fond qui serait liée à l'interdépendance des fonctions, à la division du travail. Et je me demande, voilà, si cette interdépendance des fonctions, elle crée nécessairement de la solidarité, du lien. C'est-à-dire, c'est une relation sociale, c'est un rapport, assurément, mais finalement, moi, je ne sais pas très bien ce que c'est que le lien social. Et je me demande s'il ne faut pas distinguer ce qui est rapport et ce qui est lien.
voilà, ce que disait Sébastien Dupont, tous ces adolescents, ils ont des tas de rapports sociaux. Est-ce que pour autant ça fait lien pour eux? Est-ce qu'on peut parler de solidarité et donc de lien quand c'est purement fonctionnel, quand c'est un rapport économique, quand c'est pas ancré dans des mœurs, ou voire quand c'est pas acté par le droit. C'est-à-dire, pour le dire autrement, est-ce qu'il y a du lien quand il y a une solidarité de fait, on est protégé, mais que ça, où on est dans une dépendance en réalité économique parce que chacun produit ce que l'autre ne produit pas. Et qu'est-ce que c'est quand il n'y a pas reconnaissance de cette dépendance? Et cette question de la reconnaissance, je crois qu'elle est dans un rapport assez complexe et non linéaire avec les évolutions de l'économie. Alors, bon, j'ai l'impression que chez Durkheim, chez Simmel, chez Elias, c'est parfois un petit peu continuiste. Et du coup, je voudrais revenir sur voilà, l'Ancien Régime, le fait que les liens sociaux, je crois, sont non linéaires dans l'Ancien Régime, et ils ne sont pas seulement liés à la division du travail, à une évolution des formes du capitalisme. Vous savez qu'il y a cette fameuse tripartition originelle entre ceux qui prient, ceux qui combattent et ceux qui travaillent. Et au fond, ça, c'est des formes de reconnaissance, cette tripartition, des solidarités au sein de la société. Il y a 3 fonctions, ça correspond à des métiers complémentaires. La noblesse, ceux qui combattent, c'est pensé comme un métier, combattre, c'est utile dans l'imaginaire de la société de l'époque. Et y compris le pauvre absolu, qui ne travaille pas, dans la société médiévale ou de la première modernité, il est pensé dans un schéma fonctionnaliste comme reconnu, c'est-à-dire il sert aux riches pour faire son salut, ça c'est par l'intermédiaire de l'aumône, c'est ce que montre Simmel notamment. Et alors peu à peu, dans cet Ancien Régime, va se mettre en place une redéfinition de la noblesse, non pas comme métier, mais comme essence, comme nature. Et du coup, ces nobles ne vont plus se sentir liés aux tiers et aux autres, comme nécessairement leur offrant un service. Et ce schéma trifonctionnel, il s'érode pendant l'Ancien Régime. Et donc, s'érode en même temps une pensée de la société en termes fonctionnels et au fond, mais au sens où ces fonctions créeraient du lien. Et quand Sieyès, en 89, dans Qu'est-ce que le tiers-État, affirme que le tiers-État est tout et que les autres, les 2 autres ordres, au fond, sont rien, sont un poids même pour la nation, que la société fonctionnerait même beaucoup mieux sans eux, au fond, il ne fait que retourner une pensée de la société qui ne voit plus de solidarité fonctionnelle entre les ordres. Et donc cette pensée d'une solidarité fonctionnelle, je crois qu'elle a existé quand même avant la complexification de la division du travail. Elle n'est pas mécaniquement liée à l'avancée du capitalisme, mais en revanche, la question de la reconnaissance, elle va et elle vient et je pense qu'il faut revenir sur la question, donc c'est ce que je vais essayer de faire rapidement en évoquant le fait que justement ce qui se passe en 17e, début 18e, c'est qu'on est dans un schéma où on a une absence de reconnaissance entre ces différents groupes qui sont pourtant liés fonctionnellement. Il y a des rapports sociaux, évidemment, entre les ordres, entre les différentes catégories, mais il n'y a pas de lien social. Au fond, il y a un rapport de domination entre les plus puissants et les plus faibles, mais ce rapport de domination est tel qu'il élude le lien. Je dirais cette domination, c'est pas une hiérarchisation avec une différenciation sur fond d'un continuum de position, mais c'est vraiment 2 mondes étranges, 2 mondes étrangers l'un à l'autre, qui fonctionnent comme s'ils n'avaient aucun rapport. Et pour les dominants, les élites du XVIIIe siècle, l'autre, le peuple, les pauvres, bon, c'est difficile à définir, mais enfin ça parle tout à fait aux gens de l'époque. Ces autres, pour ainsi dire, ne partagent pas l'humanité. Donc on ne peut pas instaurer du lien avec eux, puisqu'ils sont comme vraiment d'une autre nature. Ils sont niés comme
dans leur participation à l'humanité. Il y a, je voudrais aller vite pour dire, deux modalités de cette négation de l'humanité. La première, c'est une invisibilisation, c'est-à-dire qui prend plusieurs formes, notamment la possibilité finalement de ne pas considérer l'autre comme appartenant à une commune humanité souffrante, et donc il n'y a pas même de possibilité d'un lien d'empathie. Alors, pour être un peu concrète, je dirais par exemple, je vais prendre deux exemples qui sont ceux de la rencontre, parce qu'il y a bien rencontre entre les dominants et les dominés, lors d'accidents. Parce qu'en fait, ils n'ont pas de raison de se rencontrer sinon autrement, mais par exemple, des accidents de carrosse. À Paris, il n'y a pas de trottoir. Et donc, en gros, les pauvres marchent comme ils peuvent dans la rue. Et puis là, passent à toute allure des carrosses, des tombereaux. Et c'est incroyable le nombre d'accidents qu'il y a, impliquant donc un noble dans un carrosse et puis des gens du peuple. Et dans la plupart des cas, le noble ou le grand bourgeois responsable semble totalement indifférent à la douleur de la victime. Alors, il y a des négociations parce que juridiquement, ils doivent payer. Mais une fois qu'ils ont payé, ils se sentent tout à fait... voilà, ils vont faire leurs emplettes pendant que le pauvre agonise dans la rue. Et cette indifférence, je crois, c'est la marque d'une relation qui, entre dominant et dominé, n'existe que sur le mode d'une inégalité économique qui implique juridiquement un certain nombre de choses, mais il n'y a pas le sentiment qu'il y a un semblable souffrant avec lequel on doit rentrer en lien. Et la même chose, on peut arriver lors de, par exemple, des accidents de chasse. Je voudrais vous lire quand même... je vais vous donner des exemples, parce que les historiens aiment bien être dans le concret, mais je vais être plus concrète peut-être que mes collègues. C'est assez tard dans le siècle, vous imaginez, le siècle des Lumières, tout ça. En fait, voilà, 1779, le général de Martange, peu importe, il écrit ceci à sa femme. Il lui dit « J'arrive de la chasse où je me serais fort amusé, ma chère amie, sans le petit malheur qu'a eu Rivière en tuant un perdreau de blesser de petits garçons qui travaillaient près d'une vigne. Oh, quoique la blessure de ces deux enfants ne soit pas grand-chose, et que les 6 livres qu'on a donnés à la mère pour leur faire retirer le plomb qu'ils avaient reçu, l'un au nombre de 2 grains et l'autre 5, dont un à la main, 2 au ventre, quand même, un à l'estomac et le dernier au pied, aient été beaucoup plus agréables à ces pauvres gens que le petit mal de ces enfants, de leur a été douloureux. Cela nous a cependant fait cesser la chasse beaucoup plus tôt que nous n'aurions fait. Bon, etc. Et donc pour le général, la blessure, c'est pas grand-chose. Quoique, vous imaginez dans les conditions d'hygiène du 18e, quand même du plomb dans le ventre. Bon. Et c'est un petit mal. Et donc le noble à la chasse, il pousse l'aveuglement jusqu'à attribuer en fait la même indifférence qui est la sienne, aux parents des petits blessés. Et donc, puis que de l'indifférence, il imagine même en eux une joie vénale pour le prix de la souffrance de leurs enfants. Et ça, c'est un mode courant de la rencontre entre 2 parts inégales de l'humanité. Il n'y a pas une commune corporéité possible, souffrante, et la blessure d'un plébéien par un membre de l'élite, je crois que ça dévoile le fossé entre 2 ordres dont l'échelle commune, c'est juste Enfin, ça peut être c'est pensé juste comme, voilà, comme une différence de biens matériels, mais en fait, c'est aussi une différence vraiment de nature. Et donc, cette possibilité de ne pas considérer l'autre comme appartenant à une même humanité douée de sentiments, on la voit aussi dans l'impossibilité des liens affectifs. Les hommes et les femmes de la noblesse, vous savez, se conduisent devant leurs domestiques. Là, pour le coup, il y a un rapport qui est fréquent. Absolument comme s'ils n'étaient pas là. Vous pouvez imaginer, vous savez, dans le spectacle, dans le théâtre classique, on parle devant ses suivantes, y compris pour dire des choses extrêmement importantes, privées, comme s'ils n'étaient pas là. Et on a des témoignages d'anciens valets de chambre, par exemple, qui racontent qu'une jeune femme, prenant son bain nue devant son valet,
lui dit, mais enfin, vous ne m'arrosez pas bien, etc. Et en fait, elle ne peut pas imaginer le trouble du jeune homme. Elle se met nue devant lui, elle ne se mettrait jamais nue devant un noble. Mais un jeune homme, un domestique, c'est pas un homme, donc il n'y a pas de problème, elle peut se mettre nue. Donc, voilà, comme s'il y avait deux mondes, donc des rapports sociaux, mais pas de liens. Et ça va très loin, ça va jusqu'à une autre manière d'invisibiliser l'autre en le réduisant à l'animal. Les élites du XVIIIe voient le peuple comme un ensemble de besoins corporels. Et définissent leur corps, ce corps auquel ils les réduisent, de toute façon, avant tout, comme un corps laid. On ne peut pas imaginer une beauté populaire. Et la réduction à l'animal se fait alors par des métaphores, mais qui sont vraiment le mode d'appréhension de ces catégories, qui sont ancrées profondément, qu'on retrouve systématiquement. Donc, pour les groupes populaires, ce sont des fourmis, des frelons. La métaphore du frelon revient. Le frelon, ça c'est l'animal tout à fait inutile qui prend le pain des autres. Et individuellement, c'est les cochons. Et ça, finalement, ces images-là constituent autant de formes d'assignation. Il y a un pouvoir fort d'assignation qui vient des dominants. Je crois qu'il y a des effets de cette absence de reconnaissance sur la construction de soi. C'est-à-dire une manière pour les individus du peuple de se lire avec les yeux des autres, les yeux de ces dominants, parce que ce qu'ils disent, la manière dont ils agissent, et ils le disent et ils le font avec l'autorité, avec leur puissance d'affirmation. Et donc, intériorisant ces visions d'eux-mêmes qui sont dévalorisantes, cela produit des formes de haine de soi et une manière de se voir comme effectivement laid, stupide, etc. Et en même temps, dans certains cas, on trouve aussi un sentiment de malaise, un sentiment d'inadéquation quand même entre ce qu'on sent être, entre la puissance de vie, la capacité à faire, à dire, à penser, à être. On trouve des jeunes femmes qui se voient, qui se sentent belles, et en même temps, elles se voient interdire la reconnaissance de cette beauté par les dominants. Et donc ça crée un malaise qui fait du coup qu'on trouve beaucoup de cas de gens qui ne savent pas comment se construire, comment se vivre dans ce trouble. Alors, du coup, on trouve je vais aller vite, sur plusieurs manières de gérer ce trouble, avec des métamorphoses ponctuelles, c'est-à-dire jouer à être l'autre qu'on sait ne pas pouvoir être, se déguiser dans les traits de l'autre privilégié. Mais parfois, quand l'envie d'être cet autre qu'on ne peut pas être devient trop forte, ça mène jusqu'à la folie. Et j'avais travaillé sur un cas que je trouvais très très beau d'une demoiselle qui est née là, elle est née dans elle s'appelle La Perrière, un nom plébéien tout à fait classique. Et apparemment, elle était vraiment extrêmement belle. Mais y compris dans son milieu d'origine, ça paraissait bizarre. Et finalement, tout s'est mis en place, toute une mythologie autour de cette femme pour expliquer mais comment est-ce qu'une fille de perruquier peut être si belle et avoir ce port de princesse, etc. Et elle s'est imaginée qu'elle était du coup la fille abandonnée d'un comte. Et elle s'est fait appeler de Brûle. Et elle a vécu toute sa vie. Disons que l'identité qu'elle aurait voulu avoir et qu'elle ne pouvait pas affirmer dans cette société qui ne reconnaissait pas la possibilité au fond, d'exister positivement pour les gens du peuple, elle le vit sur un mode délirant. Voilà. Ça peut être aussi dans des formes d'excès et de violence faits à la société, c'est-à-dire
se faire. Par exemple, il y a un personnage assez connu qui s'appelle Mandrin, qui est chef de contrebandier, qui s'en prend aux fermiers généraux et qui, pour échapper à son destin social, qui devrait être d'être un petit paysan, ne peut le faire que sur le mode de la violence faite à cette société qui l'empêche d'être ce qu'il aurait voulu être. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, on pourra discuter, mais disons que dans la seconde moitié du siècle, pour finir sur une ouverture, quand même, il y a des changements, et notamment, c'est vrai que la reconnaissance fonctionnelle de la place du peuple, c'est-à-dire on commence à reconnaître que le peuple est utile, c'est bien, il laboure nos champs, il construit nos routes, au fond, pour aller dans le sens quand même peut-être des sociologues qui insistent sur la place de cette fonctionnalité, cette reconnaissance de l'utilité fonctionnelle, elle est une des choses peut-être qui va permettre petit à petit d'aller vers une reconnaissance des individualités personnelles au sein du peuple. Voilà. Je vous remercie. Merci Déborah Cohen, et je donne tout de suite la parole à Gérard Bras qui va nous amener, je pense notamment vers cette deuxième partie du XVIIIe siècle où la reconnaissance d'une société une se met en place à travers la philosophie politique. Merci. J'aime bien que vous terminiez sur Mandrin. J'ai beaucoup d'affection pour Mandrin. Et dans mon imaginaire familial, je suis par ma mère un peu descendant de Mandrin. Donc merci pour Mandrin. Oui, je voudrais réfléchir à cette question du lien social en termes de philosophie politique. Plus singulièrement en termes de philosophie politique moderne, je viendrai tout de suite sur ce que j'entends par philosophie politique moderne. Poser rapidement 5 points, 5 remarques. Première, je partirai d'un lieu commun aujourd'hui, on l'a remarqué déjà ce matin, je ne m'y étends pas. Quand on parle aujourd'hui du lien social, c'est pour dire qu'il se distend. On parle plus de déliaison que de lien. Le lien social, c'est presque une idée reçue. Faites l'expérience, parler de lien social, c'est pour dire l'individualisme monte, l'autorité baisse, les incivilités augmentent, les solidarités diminuent. Et je partirais de ce constat sans le juger, sans me demander si il est justifié ou pas, et essayer à partir de là de réfléchir en termes de philosophie politique et en termes d'histoire conceptuelle. Deuxième remarque, je crois que effectivement, si on pense l'unité du corps, de la communauté ou de l'ensemble politique en termes de liens, c'est-à-dire aussi en termes d'obligations, on se situe d'emblée sur le terrain de la philosophie politique moderne. Il est frappant que le terme de lien politique ou de lien social n'existe pratiquement pas chez les anciens, à l'exception des atomistes, qui sont quand même passablement marginalisés. Alors qu'est-ce qu'on peut entendre, qu'est-ce que j'entends par philosophie politique moderne? Cette philosophie qui naît fin du XVIe, milieu du XVIIIe, disons, entre Jean Bodin et Thomas Hobbes. Je dirais que la philosophie politique moderne, c'est, schématiquement parlant, cette philosophie qui repose sur ce que j'appellerais l'axiome d'égale liberté, pour reprendre un mot d'Étienne Balibar, ou l'axiome d'égale liberté. Axiome d'égale liberté qui soutient que, naturellement, tous les hommes sont également libres. Ce qui va, bien sûr, on l'entend tous derrière la tête, aboutir à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, premier article
de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais avant, à la Déclaration d'indépendance américaine, nous tenons pour évident que, je crois qu'il faut bien entendre ce « nous tenons pour évident que », qui est une manière de poser la certitude rationnelle d'un axiome, et non pas d'un artifice. Nous tenons pour évident que tous les hommes naissent libres et égaux, que tous les hommes sont égaux. Axiome donc d'égale liberté qui a pour conséquence que pour penser le social et pour penser le politique, il faut partir des individus. Primat des individus sur le tout, ce qui fait que pour la modernité politique, le fait de vivre en société, le fait de vivre en collectivité ne va pas de soi, ne va plus de soi. Ce qui allait de soi pour un ancien, je pense bien sûr à Aristote, l'homme est un animal naturellement politique, et la chose importante dans la formule d'Aristote, c'est l'adverbe, naturellement politique. Si vous voulez trouver un homme, si vous voulez voir ce que c'est qu'un homme, dit Aristote, n'allez pas dans une forêt, allez dans une cité, et allez dans une cité accomplie. C'est là que vous verrez véritablement un homme qui a atteint son plein développement d'humain. Eh bien, ce qui allait de soi pour un ancien, l'homme vit en cité, la cité prime sur l'individu, ne va plus de soi pour un moderne. Le fait de vivre en collectivité doit être expliqué et doit être justifié. Expliqué par des causes, justifié par des raisons. Autrement dit, le pouvoir qui s'exerce au sein d'une société doit être légitimé. On ne se demande plus quel est le meilleur gouvernement, on cherche à comprendre quel est le pouvoir légitime. Et c'est pour ça que les modernes vont utiliser le terme de lien social, étant entendu que par lien, je comprendrais ce qui tient ensemble, sous l'image de la corde ou de la chaîne, ce qui tient ensemble et qui du coup peut se défaire. Qui dit lien, dit déliaison possible. Quand on pense le tout social comme un corps vivant, eh bien on ne pense pas la possibilité de la déliaison, justement. Encore Aristote, une main coupée et posée sur la table porte le nom de main, mais ce n'est pas une main. Une main n'est une main qu'à la condition d'être dans le corps vivant. Et donc, il n'y a pas de déliaison possible de l'organe par rapport à l'organisme. Pour les modernes, autrement dit, l'être social est pensé comme le résultat d'une histoire et non pas comme une donnée naturelle. Un indice de cela, soit dit au passage, on pourra y revenir dans la discussion peut-être, c'est l'usage du terme de société civile qui apparaît au milieu du XVIe siècle chez un auteur italien, l'Arétin, et qui n'a pas de véritable équivalent dans la pensée politique ancienne. La communauté politique aristotélicienne n'est pas l'équivalent de ce qu'on peut appeler une société civile, une société étant ce qui, en droit privé, lie un ensemble d'individus par les promesses qu'ils se sont faites les uns aux autres, soit en mettant un capital, soit en s'engageant formellement à faire quelque chose en commun. Troisième remarque, lorsque les modernes, et je fais une sorte de gros paquet, il y a évidemment beaucoup de nuances et de contradictions entre eux, lorsque les modernes pensent le rapprochement entre les hommes, voire la coopération interindividuelle, la nécessité naturelle qui explique ce rapprochement et cette coopération interindividuelle n'est pour eux pas suffisante pour déterminer le lien social, n'est pas suffisante pour déterminer ce qu'ils vont appeler le lien social. Autrement dit, les causes naturelles dont on pense qu'elles expliquent l'union des hommes, par exemple la nécessité de satisfaire des besoins
trop grande faiblesse pour pouvoir satisfaire tout seul ses besoins, nécessité de se mettre ensemble pour aller à la chasse, par exemple, des choses comme ça, des fabliaux aussi simples que cela, ne suffisent pas à faire véritablement lien social. Les causes naturelles qui déterminent les hommes à s'unir les déterminent aussi, les mêmes causes les déterminent aussi à s'opposer. Il n'y a pas des causes qui déterminent à l'union et des causes qui déterminent à la division, ce sont les mêmes causes qui déterminent à l'union et à la division. Ce qui unit divise, dit Lessing par exemple, et je pense, on pourrait être un peu plus long, mais je pense à la thématique chez quelqu'un comme Spinoza, un tout petit exemple du désir mimétique. Nous désirons non pas quelque chose parce que nous pensons que c'est bon, nous désirons quelque chose bien souvent parce qu'un semblable le désire. Nous désirons le désir de l'autre. Ce qui fait que nous nous rapprochons, et ce qui fait que nous nous ressemblons, nous nous imitons, nous portons à peu près tous les mêmes vêtements, les effets de mode sont bien connus comme effet ou symptôme de ce désir mimétique. Mais ce même désir mimétique qui rapproche, dès lors que la chose que nous désirons tous ensemble est une chose dont Spinoza dit un seul peut être le maître, par exemple un semblable dans la relation amoureuse, ou une terre, ce qui est évidemment l'objet d'un certain nombre de guerres, dès lors que la chose désirée est une chose telle que un seul peut être le maître, alors, parce que nous nous ressemblons, parce que nous nous rapprochons, nous nous faisons la guerre. On pourrait compliquer autour des affects de gloire, etc., les exemples. Je pense aussi à l'analyse rousseauiste de l'amour-propre et de l'amour-propre intéressé, qui fait que la dépendance dans laquelle un individu se met à raison de l'amour-propre étant ce sentiment qui est tel que je cherche à m'estimer moi-même à partir du regard des autres, je demande, dit Rousseau, à ce que les autres m'aiment autant que je m'aime moi-même. Eh bien, si nous demandons tous, nous avons besoin des autres pour être dans cette relation, si nous demandons tous à ce que chacun nous aime autant que nous nous aimons nous-mêmes, alors nous entrons nécessairement en conflit les uns vis-à-vis des autres. Donc, les causes naturelles qui rapprochent sont les mêmes que celles qui vont diviser. Quatrième remarque, très rapidement, parce que là il faudrait consacrer peut-être une séance entière à cet objet, il s'ensuit que les modernes vont commencer, en particulier autour de la réflexion sur l'amour-propre, à élaborer un concept de l'individu qui est tout le contraire d'une entité simple, qui est tout le contraire d'un atome, qui est tout le contraire d'une réalité homogène et refermée sur elle-même. Je prends encore l'exemple de Spinoza, qui est sans doute un de ceux qui construit le concept d'individu le plus complexe. Un individu, c'est un ensemble d'individus à l'infini, divisible à l'infini. Un individu, c'est un ensemble d'individus agissant dans la même direction, dit-il, perdant sans arrêt des éléments qui le constituent, et ayant donc besoin, pour persévérer dans son être, d'aller rechercher à l'extérieur des éléments équivalents de façon à ne pas dégénérer. Un individu, c'est donc un nœud de relation constant de dégénérescence et de régénération. Jeu extrêmement complexe qui fait que les individus sont d'autant plus puissants, un individu est d'autant plus puissant que son pouvoir d'être affecté et d'affecter est grand. Un individu est donc d'autant plus puissant qu'il noue un grand nombre de relations avec d'autres individus, et en particulier avec des individus semblables. Ce qui a pour effet que l'individu est toujours scindé entre passion et action, scindé entre particularité et universalité, entre passion et entendement, entre sensibilité et raison. La liste pourrait évidemment s'allonger, mais l'individu est tout autre chose qu'une entité simple. Alors, cinquième remarque, et sans doute la plus longue, celle qui porte sur l'institution du lien social.
Institution du lien social, c'est le terme que Rousseau utilise en particulier dans le chapitre 1 du livre 2 du contrat social. C'est l'opposition des intérêts qui rend nécessaire la société, dit-il. C'est l'accord entre ces intérêts qui la rend possible. Et c'est ce que ces intérêts ont de commun qui forme le lien social. Et c'est le mot, j'ai été frappé en préparant cette rencontre, je n'y avais pas prêté autant d'attention jusque-là, c'est le mot que Rousseau utilise, c'est l'accord des intérêts qui forment le lien social. Ce qui veut dire que le lien social, à ses yeux, et ça me semble assez important, n'est véritable que s'il en passe par une institution, cette institution devant être politique. Donc il fait une grande différence entre l'interdépendance d'une part et le lien social d'autre part, qui repose sur un acte politique. Autrement dit, le problème de Rousseau, et je crois que c'est toujours encore notre problème, le problème de Rousseau consiste à constater l'interdépendance, à constater la dépendance, et à rendre cette dépendance légitime. C'est la phrase du premier chapitre du livre, première phrase du contrat social, l'homme est né libre partout, il est dans les fers. Qu'est-ce qui peut, je saute 3 lignes, qu'est-ce qui peut rendre cela légitime? Je vais essayer de vous l'expliquer. Et ce qui peut rendre légitime, c'est ce lien singulier qu'il appelle l'obligation. L'obligation n'étant pas une contrainte, l'obligation étant fondée sur un engagement de celui qui est obligé. La conséquence de ça, je suis extrêmement schématique, je vous prie de m'en excuser, la conséquence de cela, c'est que le lien social qui apparaît, qui est vécu comme soumission de l'individu à la volonté générale, est toujours problématique. Et l'intérêt d'en passer, je pense, par la réflexion de philosophie politique des modernes, c'est d'appréhender cela. Le lien social n'est jamais pensé comme modèle d'intégration, comme modèle de société, mais toujours comme un problème à résoudre parce que le lien social est toujours ce qu'il y a à réinstituer par l'activité politique. Et par activité politique, on n'entendra pas seulement ou pas d'abord l'institution, l'activité de cette institution qu'est l'État ou le pouvoir de l'État. En effet, si le lien qui unit les individus est la loi commune à laquelle ils sont obligés d'obéir, si l'obligation est fondée sur la volonté des individus qui obéissent et pas sur la transcendance d'un pouvoir, autrement dit, si l'homme naturellement libre ne peut le demeurer qu'en se soumettant à la loi commune, de telle sorte qu'il puisse penser que la loi commune est aussi sa loi, ce qu'on appelle l'autonomie, alors 3 difficultés au moins surgissent, et je terminerai rapidement en les énonçant sans les développer. Première difficulté, quelles sont les procédures institutionnelles qui existent aujourd'hui, maintenant, ici et maintenant, et qui sont telles qu'on puisse effectivement penser que la loi n'est pas une loi transcendante qui nous tombe dessus et qui s'impose à nous par contrainte, mais une loi d'autonomie. Autrement dit, quelles sont les procédures de la délibération publique qui font que la loi commune est une loi vivante. Deuxième difficulté, qui sont effectivement les citoyens. Et on sait bien que dès lors qu'on part d'une déclaration d'égalité, on fait apparaître une série de différences, et la première de ces différences qui est apparue au moment de la Révolution, c'est la différence masculin-féminin. Est-ce que les citoyens sont aussi les citoyennes ? Et ainsi de suite,
Je ne développe pas par manque de temps, mais chacun peut envisager la liste longue de ces différences à surmonter ou à supplanter. Troisième difficulté, qui peut devenir citoyen? Tous les hommes? Oui, mais il n'y a pas de société du genre humain. Donc les nationaux. Et là, on se trouve adossé à un autre problème, celui qu'on entend d'ailleurs dans l'ambiguïté du terme de peuple. Le peuple est-il l'ensemble des natifs? Et on se retrouve du côté de la nature. Ou bien le peuple est-il l'ensemble des citoyens qui volontairement se sont associés politiquement? En grec, ethnos, génos plutôt, et démos ou démos. Et c'est jamais dans une alternative simple, mais toujours dans une espèce de confusion que le problème se pose. Autrement dit, pour terminer sur cette difficulté, sur ces deux dernières difficultés, toute espèce de lien opère un double geste. Celui d'une inclusion, appartenance à un ensemble, et celui d'une exclusion. Mais si on entend bien les deux problèmes que je viens d'évoquer, il y a en réalité une double exclusion. Il y a l'exclusion vis-à-vis de l'extérieur, clair, les nationaux ne sont pas les étrangers. Frontières externes, mais aussi frontières internes, souvent déniées, souvent masquées. Ce que j'appelle dans mon jargon parfois une inclusion exclusive, c'est-à-dire une inclusion au titre de l'exclu. J'ai bien aimé ce que Sébastien Dupont disait sur un tout autre terrain où on retrouve effectivement ce type de problème. Simplement, je pense que c'est structurel et lié à la nature même de la philosophie politique moderne, de la pensée politique moderne. Juste une perspective, puisque j'avais charge de rendre optimiste, je ne sais pas du tout si j'ai assumé cette fonction, je ne me sens pas comptable tout à fait. Mais la perspective, le mot que je voudrais lâcher en guise de conclusion et m'arrêter parce que j'ai débordé mon temps de parole, c'est le terme de conflit ou de conflictualité. Je pense que le lien social, effectivement, passe par par la reconnaissance de la conflictualité et sûrement pas par cette idéologie molle qui personnellement m'insupporte, qui est l'idéologie du consensus. Le conflit contre le consensus, conflit de reconnaissance et autres espèces de conflits, mais la conflictualité me paraît être la conflictualité reconnue et assumée me paraît être la condition fondamentale pour que du lien social se construise. Merci. Merci Gérard Bras. Alors, nous allons lancer la conversation. Enfin, je crois que les quatre interventions étaient très riches et en même temps, je pense qu'il y avait nous avons tous entendu qu'il y avait beaucoup d'échos, qu'il y avait, à mon sens, plus de convergence que de divergence. Donc c'est pour ça que le mot de conversation s'impose. Peut-être. Alors Gérard Bras parlait d'une nécessaire conflictualité pour que le lien social se constitue. Donc nous avons terminé sur ce paradoxe. Je voudrais peut-être justement prolonger en tout cas, il me semble que ce qui s'est joué, c'est peut-être ces 2 derniers siècles à travers le processus politique, l'établissement de la démocratie, c'était une parole, la possibilité d'une parole partagée. Et à travers ce qu'a pu nous dire, par exemple, Sébastien Dupont, à travers ce
que pouvait laisser entendre Deborah Cohen, d'ailleurs, qui je pense, pourra compléter son exposé en évoquant des situations actuelles en lien avec ce dont elle a parlé au XVIIIe siècle. Est-ce que précisément ce qui nous manque qui permettrait de restaurer la complexité, cette complexité vivante du lien social, ce qui fait défaut aujourd'hui à l'époque, est-ce que ce serait pas de l'ordre d'une parole partagée précisément? Est-ce que c'est pas quelque chose qui vous frappe? Je sais pas qui a envie de moi, je veux bien dire juste quelque chose sur en fait cette nécessité de la reconnaissance du conflit, parce qu'au fond, justement, ce qui se passe au XVIIIe siècle, c'est qu'il n'y a pas de conflit possible entre le peuple et les élites. Il n'y a pas de conflit puisqu'il n'y a pas reconnaissance de l'autre comme un intermédiaire, comme un homme avec lequel on peut discuter. Et donc c'est une situation très différente de ce qui se passe ensuite, je dirais, au XIXe siècle. Au XIXe siècle, vous avez de la domination, vous avez de l'exclusion, vous avez tout ce que vous voulez, mais il y a un conflit possible. C'est-à-dire les ouvriers constitués en groupe ou non, peuvent entrer dans un processus de contestation de la place qui leur est faite, ce qui n'est pas possible, auparavant, avant la Révolution, avant cette reconnaissance. Gérard Brat disait. Voilà, la Révolution américaine, elle s'ouvre avec cette idée que nous tenons pour évident qu'il y a une égalité, donc une égalité de nature, au fond, qu'on peut discuter des positions de chacun. Et en fait, moi, ce qui me frappe, c'est qu'ils disent nous tenons pour évident, ils sont obligés de le dire parce que c'est pas évident du tout à l'époque. Voilà. Et même encore. Et peut-être et encore aujourd'hui. D'accord. Et est-ce que cette idée d'une justement que la parole ne circule plus, enfin que les situations ne sont pas formulées, ne sont pas formalisées, que la parole politique justement ne vient pas faire écho aux situations réelles est-ce que c'est pas quelque chose qui vous frappe, vous, de vos différents points d'observation? Je peux peut-être, si vous voulez, je peux effectivement sur ce point compléter des remarques qui ont été faites. Quand on dit que effectivement le lien social est pensé comme un problème à résoudre et que l'activité politique contribue justement à aider à le résoudre, je pense qu'on peut effectivement le prendre sous cet angle et approfondir cette idée, parce que autant nous avons tendance, nous autres sociologues, aussi les psychologues, mais également, je pense, les historiens, à distinguer plusieurs types de liens sociaux, comme je l'ai fait, autant le lien social doit se faire avec l'ensemble de ces liens sociaux. À un moment donné, il ne faut pas perdre de vue l'horizon qui est un horizon philosophique, de faire société. Comment faire société, sachant que nous sommes en tant qu'individus attachés par l'intermédiaire de plusieurs liens de nature différente. Et dans les travaux que je mène, j'essaie justement de réfléchir sur la façon dont le politique intervient pour entrecroiser de façon normative ces différents types de liens. Et on peut voir effectivement ce travail politique à l'œuvre dans les sociétés modernes. Et on pourrait parler donc de différents régimes d'attachement si on fait des comparaisons entre des sociétés, les sociétés que nous connaissons en Europe, en Amérique du Nord, du Sud, en Inde, en Chine, on peut essayer de voir effectivement que toutes les sociétés cherchent par le politique à rapprocher les individus, parce que justement, il y a une menace qui est perceptible dans toutes les sociétés de décohésion. Et le conflit, justement, est une façon de répondre à cette menace de déliaison. Et
pour aller vite, on peut voir par exemple que les sociétés n'accordent pas la même importance, par exemple, aux différents types de liens sociaux dont j'ai parlé. Prenez par exemple la façon de réguler la société par le lien de filiation. Elle est très différente d'une société à l'autre. Dans certaines sociétés, il va de soi que l'on attend que la famille joue un rôle fondamental dans la régulation des problèmes sociaux. Dans d'autres, on va plutôt réagir autrement et on va penser que ce n'est pas à la famille d'assumer toutes les responsabilités, mais que c'est à l'État et notamment par la redistribution, par la prévention, à travers des politiques publiques que l'on va chercher plutôt à faire du lien social. Et donc cela existe même au sein de l'Europe. C'est des différences fondamentales que nous avons. Nous construisons l'Europe, nous sommes censés construire l'Europe, mais en fait sur la façon de réguler le lien social, nous sommes absolument pas d'accord entre nous Européens. C'est-à-dire qu'il y a des régimes d'attachement qui sont fondamentalement différents selon que l'on se situe dans les sociétés méditerranéennes du Sud, soit dans les pays nordiques. Prenez par exemple, je parlais tout à l'heure des inégalités relatives aux liens de filiation. Encore aujourd'hui, le départ de chez ses parents, pour des jeunes adultes, il est supérieur à 30 ans et il approche même 35 ans en période de crise dans les pays du sud de l'Europe, alors qu'à 20 ans, on est autonome. On quitte le domicile de chez ses parents dans les pays scandinaves. Une telle différence renvoie à quoi ? Non pas seulement à des capacités des sociétés à mettre en place des politiques publiques, c'est aussi que derrière, il y a des philosophies différentes de la façon de faire société. C'est-à-dire qu'on attribue une importance différente au rôle de la famille dans la prise en charge des problèmes. Donc, et la famille joue un rôle très, très important encore aujourd'hui. Le lien de filiation est bien sûr fondamental. Ça se voit pour la prise en charge de la question des chômeurs, des jeunes, des précaires. Ça se voit pour la prise en charge des personnes âgées, pour la prise en charge des personnes handicapées, etc. On voit effectivement les sociétés se réguler de façon tout à fait différente et les normes sociales auxquels nous nous référons ne sont pas les mêmes. Et c'est bien aux politiques de faire avancer ces normes sociales, de les justifier, de les rendre légitimes et de faire société par cette intervention incessante du politique. Voilà. Oui, alors justement, est-ce que vous... Je veux bien revenir sur cette affaire de conflit. Parce que nous vivons actuellement dans une atmosphère idéologique où le consensus est valorisé presque à tout prix. L'évidence, c'est le consensus. Le bien, c'est le consensus. Ceux qui provoquent des conflits sont des mauvais coucheurs. C'est pas difficile là d'aller chercher dans des titres de journaux, dans des commentaires ici ou là, pour entendre ce type de choses. Et sur une confusion peut-être entre conflit et violence. Et je crois que, paradoxalement, je dirais volontiers que il n'y a violence que là où il n'y a pas pu y avoir conflit. La violence est l'expression d'un conflit qui a été empêché, d'un conflit qui a été étouffé. La violence, c'est le réel du conflit qui revient quand on l'a fichu par la porte, qui revient par la fenêtre. Et qui revient évidemment de façon négative, complètement destructrice. Quand est-ce qu'il y a conflit? Pour qu'il y ait conflit, Deborah Cohen le disait tout de suite, il faut qu'il y ait un terrain commun. Une délibération, c'est un conflit. C'est une contrariété. On se contrarie pour essayer d'y comprendre quelque chose. On devient intelligent dans le conflit. On ne peut devenir intelligent que dans la conflictualité et non pas dans l'accord. Si c'est toujours dans l'accord, c'est mou et on finit par s'endormir. Alors, qu'est-ce qui rend possible la conflictualité? Un fond commun institué. Par exemple, on parle la même langue. Mais est-ce qu'on accorde tous le même sens aux mots?
on n'en sait rien si on ne converse pas. On n'en sait rien si on ne cherche pas à faire des écarts, des différences les uns vis-à-vis des autres. Et donc, c'est le fait de délibérer en commun et de mettre en commun sur la base de quelque chose que l'on a qui va permettre de rendre vivant ce commun, au lieu d'en faire une langue de bois morte où on annonce tous la même chose, qui va en faire quelque chose donc de véritablement vivant, et qui va faire aussi que chacun va pouvoir s'approprier. Et pourquoi ? Parce que être en conflit, c'est nécessairement tâcher de comprendre le point de vue de l'autre avec qui on est en conflit. Oui, mais excusez-moi, mais c'est pas le conflit en tant que tel qui est producteur du lien social, c'est la régulation du conflit, la capacité de réguler le conflit, donc c'est ça, et qui produit le lien social. Absolument. On est d'accord. C'est-à-dire que le conflit n'est pas une fin. Non, bien entendu. Le conflit n'est pas une fin, mais l'absence de conflit comme modèle est absolument étouffant. C'est en ce sens. C'est pour ça que je souligne la conflictualité, la nécessaire conflictualité comme moyen. On est complètement d'accord. Mais justement, alors vous disiez qu'on a tendance à confondre le conflit et la violence. On pourrait dire parallèlement qu'on a tendance à confondre le consensus et la consistance symbolique. Et la convenance, oui. Et le symbolique. Et précisément, là, je me tourne vers Sébastien Dupont, ce qu'il n'a pas évoqué dans son intervention, mais dont il parle dans son livre, c'est que le trouble des adolescents est directement lié finalement aux troubles des adultes eux-mêmes, qui n'ont pas qui sont également seuls, qui n'ont plus de société, qui n'ont plus de symbolique contre lequel s'adosser. Ils sont seuls face à l'adolescent, alors qu'auparavant, on pouvait dire que l'adulte laisser la société parler à travers lui, et c'est précisément cette est-ce que si vous pouviez justement nous en dire plus, je précise ma pensée, on a l'impression aujourd'hui que cette solitude avec les autres dont vous parlez, elle concerne tout le monde pense être plus ou moins seul avec sa vision de ce que la société pourrait être, et persuadé que son voisin ne partage pas cette vision, alors que il y a quelque chose qui ne circule plus. Oui, au fond, les adolescents, mais les enfants déjà, sont très sensibles à cette désolidarisation des adultes. Pas forcément à ce que les adultes ne pensent tous pareil, c'est pas ça l'idée, mais ils sont très sensibles justement au point que vous venez de décrire. Est-ce que les adultes se reconnaissent mutuellement ou pas? Est-ce qu'ils se soutiennent mutuellement ou pas? Ils y sont extrêmement sensibles, et au fond, à mon avis, c'est sur ce critère exactement que se décide l'autorité d'un adulte vis-à-vis d'un enfant ou d'un adolescent. Alors c'est évidemment ce qui se passe dans les familles où les parents se disqualifient mutuellement, les deux perdent de l'autorité auprès de l'enfant et du crédit surtout, mais c'est surtout ce qui se produit entre la famille et l'école, par exemple. Et si les professeurs perdent beaucoup de leur autorité aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont très seuls, oui, face aux enfants et aux adolescents, et qu'ils n'ont plus ce soutien. C'est plus l'instituteur d'antan qui avait tous les parents derrière lui. Au fond, il représentait tous les parents, le savoir, etc. Donc il avait un crédit symbolique très très fort. Aujourd'hui, le professeur, il est quasiment tout seul. Il n'a même pas forcément la solidarité des autres professeurs autour de lui. Et du coup, pour les adolescents, il y a un calcul qui se fait très vite. On est à 30 contre 1, quoi, en fait. Nous aussi, on est des individus. Si tu nous parles que comme individus, nous aussi, on est des individus. Pourquoi ça vaudrait plus que ce qu'on pense nous? Et au final, oui, les enfants et les adolescents sont très sensibles au fait que, non pas que les adultes pensent tous pareil, mais que d'autres adultes soutiennent le point de vue de l'adulte qui est face à eux. Et que les adultes se créditent entre eux. Peut-être laisser la parole. Oui, on va faire circuler le micro.